Mon mari m'a assuré que le week-end en famille n'était qu'une simple réunion. Puis j'ai appris que c'était la somptueuse fête de fiançailles de son frère, et je n'étais pas invité. Alors, j'ai posté un selfie à ski depuis les pistes. Quelques heures plus tard, mon téléphone n'a cessé de sonner. Il s'avère que j'avais ruiné leur soirée parfaite. Le téléphone d'Antoine a vibré à 7h30 du matin. Il l'a saisi plus vite que je ne l'avais jamais vu bouger. Même lorsque son patron appelait pendant le dîner, ses pouces glissaient sur l'écran, ses yeux balayant le message qui venait d'arriver. Puis il a fait quelque chose qui a rendu mon café amer dans ma bouche. Il l'a supprimé sans dire un mot. « Tout va bien ?» j'ai demandé, beurrant ma tartine tout en observant son visage du coin de l'œil. « Juste maman ?» dit-il, posant le téléphone face cachée. La famille organise une petite réunion à un lac dans la région ce week-end. Rien de spécial. La façon dont il a dit « rien de spécial » m'a fait hésiter. La famille Lefebvre n'était pas du genre décontracté. Ils planifiaient le dîner de Noël 3 mois à l'avance. Ils envoyaient des invitations formelles pour les barbecues dans le jardin. Rien chez les Lefebvre n'était jamais juste, rien de spécial. Ça a l'air sympa, ai-je dit prudemment. Quel lac ? L'endroit habituel. Tu sais, là où nous sommes allés pour l'anniversaire de papa l'année dernière. Il se dirigeait déjà vers la machine à café. Le dos tourné vers moi. Juste l'ancienne bande. Golf. Conversations ennuyeuses sur la bourse. Tu détesterais ça. Merci d'avoir écouté une histoire que beaucoup de femmes vivent. Si vous croyez en l'honnêteté et la vérité familiale, abonnez-vous gratuitement pour soutenir plus de femmes. Maintenant, voici comment ce week-end a tout changé. Je me souviens de ce week-end à ce lac. Son père avait passé 2 heures à expliquer les obligations municipales à quiconque voulait bien l'écouter. Sa mère avait critiqué chaque plat au restaurant. Sa sœur Charlotte avait pris 47 photos de sa salade. Il n'avait pas tort. Je m'étais ennuyé à mourir. Eh bien, peut-être que je pourrais venir pour une partie, ai-je suggéré. Je ne suis pas contre les choses ennuyeuses si cela signifie passer du temps avec tout le monde. Antoine s'est retourné et pendant juste une seconde, quelque chose a traversé son visage. Peur. Panique. C'est passé si vite que je me suis presque convaincu que je l'avais imaginé. Chérie, honnêtement, tu serais malheureuse. Maman se plaint déjà de l'humidité. Papa apporte ses clubs de golf dont il ne cesse de parler. Et tu sais comment devient Charlotte quand elle a bu trop de vin. Il s'est approché et m'a embrassé le front. D'ailleurs, tu n'as pas dit que Sophie et Julie prévoyaient quelque chose ce week-end ? C'était vrai. Sophie avait mentionné vouloir faire du ski, et Julie parlait d'avoir besoin d'un voyage entre filles depuis des semaines. J'hésitais, principalement parce que je me sentais coupable de laisser Antoine seul. Mais s'il allait être avec sa famille de toute façon, je suppose que je pourrais les appeler, ai-je dit. Parfait. On va tous les deux s'amuser. Il m'a serré l'épaule et est monté se préparer pour le travail. Je suis resté assise un moment, fixant sa tasse de café vide. Quelque chose semblait toujours clocher, mais je ne pouvais pas mettre le doigt dessus. Peut-être la façon dont il avait saisi son téléphone. Peut-être la rapidité avec laquelle il avait proposé une alternative lorsque j'avais suggéré de venir. Ou peut-être que c'était juste mon imagination nourrie par 5 ans à me sentir comme une étrangère dans sa famille. La vérité était que la famille Lefebvre ne m'avait jamais tout à fait accepté. Ce n'était rien de dramatique ou d'évident. Pas de cris ou de portes claquées. C'était plus subtil que cela. Conversation qui s'arrêtait quand j'entrais dans la pièce. Blague d'initié dont je ne faisais pas partie. Tradition de vacances qui se déroulait toujours d'une manière ou d'une autre quand je n'étais pas là. À Noël dernier, j'avais pensé que les choses s'amélioraient enfin. Sa mère avait même complimenté la cassolette de haricots verts que j'avais apportée. Son père avait posé des questions sur mon travail à la firme de marketing. Charlotte m'avait même montré des photos de son nouvel appartement. Cela ressemblait à des progrès, comme si après 5 ans de mariage, je faisais enfin partie de la famille au lieu d'être juste la femme d'Antoine. Mais en y repensant maintenant, j'ai réalisé qu'ils avaient tous été polis, cordiaux, pas chaleureux, exactement, mais pas hostiles non plus. C'était le genre d'interaction qu'on a avec des connaissances, pas avec la famille. Le genre de sourire que l'on donne à la voisine qu'on ne connaît pas vraiment, mais avec qui on veut rester en bons termes. J'ai appelé Sophie pendant ma pause déjeuner. Alors, à propos de ce voyage de ski,
j'ai dit quand elle a répondu « Oh mon Dieu, oui ». Julie consulte la météo de manière obsessionnelle. La neige est censée être parfaite ce week-end. L'enthousiasme de Sophie était contagieux. Tu es libre? Je sais que tu fais généralement des choses avec Antoine le week-end. Il a un truc de famille, alors je suis tout à toi. Excellent. J'ai déjà regardé des chalets. Il y a cet endroit mignon à environ 3 heures au nord. Rien de chic, mais il y a une cheminée et ils servent un chocolat chaud incroyable. Pour la première fois de la journée, je me suis senti vraiment excité par quelque chose. Réserve-le. J'apporterai les collations. Ce soir-là, j'ai mentionné le voyage de ski à Antoine pendant que nous préparions le dîner ensemble. Il coupait des légumes pour un sauté et je marinais le poulet. C'était une de nos routines préférées, cuisiner ensemble, parler de nos journées, planifier notre week-end. Ça a l'air parfait, a-t-il dit. Mais il ne me regardait pas. Il était intensément concentré sur la découpe de ses carottes comme si c'était la tâche la plus importante au monde. Quand pars-tu pour le lac? J'ai demandé. Vendredi après-midi. Probablement y aller en voiture après le travail. Il a raclé les carottes dans la poêle. Je serai de retour dimanche soir. Rien de trop excitant. Dis bonjour à ta famille de ma part. Je le ferai. Mais quelque chose dans son ton suggérait qu'il ne le ferait pas. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir. Antoine était allongé à côté de moi, respirant calmement, mais je pouvais dire qu'il n'était pas vraiment endormi non plus. Il y avait une tension dans ses épaules, une raideur qui n'était pas la nuit normale. Je voulais lui demander ce qui n'allait pas, mais j'avais peur de la réponse. Ou peut-être avais-je peur qu'il me dise que rien n'allait et que je devrais faire semblant de le croire. Au lieu de cela, je suis resté allongé là à penser à toutes les fois où je m'étais senti comme une étrangère dans sa famille. Les fêtes d'anniversaire auxquelles je n'étais pas invité. Les messages de groupe auxquels je n'étais pas incluse. La façon dont les conversations changeaient quand je les rejoignais, comme s'ils parlaient une langue différente que je ne maîtrisais pas. Je m'étais toujours dit que c'était juste leur dynamique. Certaines familles étaient très soudées d'une manière qui faisait que les nouveaux venus se sentaient exclus, même sans le vouloir. Antoine m'aimait, et c'était ce qui importait. Sa famille finirait par m'accepter, mais allongé là dans le noir, je ne pouvais pas me défaire du sentiment que, finalement, pourrait ne jamais arriver. Le lendemain matin, Antoine était déjà parti quand je me suis réveillé. Il avait laissé un mot sur le comptoir de la cuisine. Réunion tôt, bon ski. Love you. J'ai regardé ce mot pendant longtemps. Love you. Pas I love you. Juste love you. C'était une petite chose, peut-être sans importance, mais cela ressemblait à une autre pièce à conviction dans une affaire que je ne voulais pas construire. J'ai fait mes bagages de ski et j'ai essayé de chasser les doutes. Peut-être que je pensais trop à tout. Peut-être que cette étrange sensation dans mon ventre n'était que de l'anxiété à propos de ce week-end séparé. Nous ne passions pas beaucoup de week-ends séparément, et peut-être que cela me rendait paranoïaque. Avant de partir pour les montagnes, j'ai décidé de glisser une petite note dans la valise d'Antoine. Quelque chose de gentil, quelque chose qui lui rappellerait nous pendant son absence. J'ai trouvé un post-it rose et j'y ai dessiné un petit cœur, ajoutant « Tu me manques déjà » avec ma plus belle écriture. Je l'ai glissé dans la poche latérale de son sac de voyage, juste à côté de son chargeur de téléphone, là où je savais qu'il le trouverait. C'était un petit geste, mais il me semblait important, comme si je posais une marque, lui rappelant que j'existais, que j'avais de l'importance. Avec le recul, j'ai réalisé à quel point ce petit cœur était désespéré. Combien d'espoir j'avais misé sur une si petite chose. Je n'avais aucune idée que d'ici dimanche soir, tout serait différent. Que l'homme à qui j'avais fait confiance de tout mon cœur m'avait menti d'une manière que je ne pouvais même pas imaginer. Mais à ce moment-là, en glissant cette note dans son sac, je croyais toujours en nous. Je croyais toujours que l'amour suffisait, que la confiance était justifiée, que l'étrange douleur dans mon ventre n'était que le trac du mariage qui durait depuis 5 ans de trop. Je n'avais aucune idée à quel point j'avais peu d'importance pour lui ou pour eux. Le chalet de ski sentait le pin et la cannelle avec un soupçon de fumée de bois provenant de l'immense cheminée en pierre. Sophie et Julie avaient réclamé une table dans un coin près de la fenêtre, et j'étais recroquevillé dans un fauteuil surdimensionné, réchauffant mes mains autour d'une tasse de chocolat chaud garnie de crème fouettée et de mini-guimauve. L'air de la montagne avait été vif et parfait toute la matinée, et mes joues étaient encore roses par le froid. Tu devrais poster cette photo que j'ai prise de toi au sommet,
a dit Sophie, faisant défiler son téléphone. La lumière était incroyable. J'ai sorti mon téléphone, souriant toujours de notre descente matinale sur les pistes intermédiaires. Mon Instagram était généralement assez calme, principalement des photos de café, de coucher de soleil, et du dîner occasionnel que Antoine et moi préparions ensemble. Mais la photo que Sophie avait capturée était véritablement belle. Moi debout devant les sommets enneigés, ma veste de ski brillante sur le paysage blanc, la lumière du soleil se prenant dans mes cheveux. J'ai ouvert l'application et j'ai commencé à taper une légende sur la poudreuse fraîche et la thérapie de montagne. C'est là que je l'ai vue. La notification montrait une photo taguée par la tante d'Antoine, Carole, quelqu'un avec qui j'avais échangé des amabilités lors de réunions de famille, mais que je ne connaissais jamais vraiment bien. Sa photo de profil était petite, mais je pouvais distinguer ce qui ressemblait à un lieu élégant derrière elle. L'aperçu de la légende disait « Si fier de mon plus jeune fiançaille ». Mon doigt planait au-dessus de la notification. Le plus jeune fiançaille. La famille d'Antoine n'avait que 2 fils, lui et son frère, Thomas. Thomas était le plus jeune, mais il sortait avec sa petite amie Adèle depuis 3 ans sans aucune mention de mariage. Du moins pas à ma connaissance. J'ai touché la photo. L'image a rempli mon écran, et tout à l'intérieur de moi s'est glacé. C'était Carole rayonnante dans une robe bordeaux, debout sous un chandelier en cristal élaboré. Derrière elle, je pouvais voir des tables rondes avec des nappes de couleur crème, des centres de table floraux, et ce qui ressemblait à une petite piste de danse. Ce n'était pas une réunion de famille à un lac. C'était une fête élégante et coûteuse. J'ai lu la légende complète. Si fier des fiançailles de mon plus jeune neveu. Thomas et Adèle, vous êtes parfaits ensemble. Quelle soirée magique pour célébrer l'amour. Mes mains ont commencé à trembler. J'ai zoomé sur l'arrière-plan cherchant des visages familiers. Là, à une table près de la piste de danse, il y avait la mère d'Antoine. Elle portait la robe bleu marine que je l'avais aidée à choisir pour son anniversaire l'année dernière. Elle riait, levant une coupe de champagne dans ce qui ressemblait à un toast. J'ai fait défiler jusqu'au compte tagué. Thomas était tagué, Adèle était taguée, et là dans le coin de la photo, à peine visible, mais indubitablement là, il y avait Antoine, mon Antoine, dans un smoking noir que je n'avais jamais vu auparavant. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés, pas le look décontracté du week-end avec lequel il était parti de la maison. Il serrait Thomas dans ses bras, tous les deux souriant comme s'ils venaient de gagner à la loterie. À côté d'eux, Adèle essuyait les larmes de ses yeux, sa main gauche tendue pour montrer ce qui ressemblait à une bague en diamant substantiel. « Tout va bien ?» demanda Julie, jetant un coup d'œil depuis son propre téléphone. « Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. » Je ne pouvais pas répondre. J'étais trop occupé à faire défiler les comptes tagués, trouvant plus de photos, plus de preuves du mensonge que je vivais. La sœur d'Antoine, Charlotte, avait posté un carrousel d'images de la fête. La première la montrait elle et Adèle s'embrassant, toutes deux dans des robes élégantes. La seconde était une photo de groupe de toute la famille, tout le monde tiré à 4 épingles, coupe de champagne à la main. La troisième montrait Antoine faisant un discours devant ce qui ressemblait à un pied de microphone, sa main faisant un geste vers Thomas et Adèle. Mon mari faisait un discours à la fête de fiançailles de son frère. Une fête de fiançailles dont je ne savais rien. Une fête de fiançailles à laquelle je n'avais pas été invité. Je continuais à faire défiler, ma respiration devenant courte et haletante. Il y avait des photos du dîner, plusieurs plats sur de la porcelaine fine, des verres à vin scintillant à la lueur des bougies. Des photos du père d'Antoine présentant à Adèle ce qui ressemblait à un collier hérité de famille, des vidéos de Thomas se mettant à genoux devant toute la famille pendant que tout le monde acclamait. Chaque personne avec qui j'avais partagé des fêtes, échangé des cadeaux, fait la conversation lors d'innombrables réunions de famille, elles étaient toutes là, toutes célébrant, toutes incluses, toutes faisant partie de quelque chose dont j'avais été délibérément exclu. J'ai trouvé une vidéo dans l'histoire de Charlotte qui montrait le moment de la demande en mariage. Thomas l'avait clairement planifié dans le cadre de la fête, se mettant à genoux pendant que quelqu'un jouait du piano en arrière-plan. La famille était réunie en cercle autour du couple, et je pouvais voir Antoine applaudir avec enthousiasme, son visage rayonnant de joie sincère. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre par-dessus le brouhaha dans le chalet. J'ai appelé Antoine sans réfléchir, mon doigt touchant son contact avant que je ne puisse m'arrêter. Ça a sonné 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis messagerie vocale. « Salut, vous avez joint Antoine. Laissez un message et je vous rappellerai. » J'ai raccroché sans rien dire.
Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli laisser tomber le téléphone. J'ai attendu 30 secondes et j'ai rappelé. Messagerie vocale. Puis mon téléphone a vibré avec un message de sa part. Je ne peux pas parler. C'était tout. 2 mots. Pas, je te rappellerai. Pas, au dîner. On appellera plus tard. Juste, je ne peux pas parler. Comme si j'étais une télévendeuse interrompant sa soirée. J'ai fixé ces 2 mots jusqu'à ce qu'il se brouille. Ne peut pas parler à sa femme. Le soir où son frère s'est fiancé à une fête dont il avait menti lors d'un événement dont il m'avait délibérément exclu. Je me suis levé brusquement, ma chaise raclant le sol. J'ai besoin d'air, ai-je marmonné à Sophie et Julie. Tu veux de la compagnie, demanda Sophie, l'inquiétude se glissant dans sa voix. Non, juste j'ai besoin d'1 minute. Je suis allé aux toilettes du chalet, mes jambes se sentant instables. Le miroir au-dessus du lavabo reflétait un visage que je reconnaissais à peine. Mes joues étaient encore roses par le froid, mais mes yeux semblaient creux. Choqué, j'ai saisi le bord du lavabo et j'ai fixé mon reflet. Étais-je invisible pour lui? La question venait de quelque part de profond, quelque part où j'avais essayé de ne pas regarder pendant 5 ans. Toutes ces réunions de famille où je me sentais comme une étrangère. Toutes ces blagues d'initiés dont je ne faisais pas partie. Toutes ces fois où je m'étais convaincu que j'étais trop sensible. Que j'imaginais la distance, l'exclusion. Mais ce n'était pas mon imagination. C'était réel. C'était une famille choisissant de célébrer l'un de leurs moments les plus importants sans moi. C'était mon mari me mentant au visage, les choisissant eux plutôt que moi, choisissant leur confort plutôt que mes sentiments. Les larmes sont venues alors, mais pas comme je m'y attendais. Pas de sanglots dramatiques ou d'explosions de colère. Juste un flot tranquille et constant qui donnait l'impression que quelque chose se brisait en moi. Je les ai essuyées avec des serviettes en papier rêche, mais elles continuaient de venir. J'ai pensé au petit cœur que j'avais glissé dans sa valise. L'avait-il même trouvé? Avait-il lu mon mot disant qu'il me manquait pendant qu'il boutonnait son smoking, se préparant pour une fête dont il n'avait jamais eu l'intention de me parler? Mon téléphone a de nouveau vibré. Pendant un instant, l'espoir a flotté dans ma poitrine. Peut-être que c'était Antoine qui rappelait, prêt à expliquer, prêt à s'excuser. C'était une notification d'Instagram. Charlotte avait posté une nouvelle photo. La famille rassemblée autour d'un piano chantant quelque chose ensemble. Antoine était là, le bras autour des épaules de sa mère, son visage rayonnant de bonheur. Que je voyais rarement à la maison. J'ai fermé l'application et j'ai éclaboussé de l'eau froide sur mon visage. Quand j'ai levé les yeux, la femme dans le miroir avait l'air différente. Pas seulement blessée, mais en colère. Pas seulement exclue, mais trahie. Je suis retourné vers Sophie et Julie, qui faisaient semblant d'être absorbées par leur téléphone, mais clairement inquiètes pour moi. Changement de programme, ai-je dit, ma voix plus ferme que ce que je ressentais. Je veux skier jusqu'à la fermeture des pistes. Je veux skier jusqu'à être si fatigué que je ne puisse plus penser à rien d'autre. Parce que penser à cela, à ce que cela signifiait, à ce qui allait suivre était trop à gérer dans un chalet confortable avec du chocolat chaud et des amies inquiètes. J'avais besoin de la montagne. J'avais besoin de la vitesse et du froid et de l'exigence physique pure de rester debout pendant que le monde essayait de me faire tomber. J'avais besoin de continuer à bouger parce que si je m'arrêtais, je pourrais m'effondrer complètement. Le lendemain matin est arrivé trop tôt. J'avais skié jusqu'à ce que mes jambes brûlent et mes poumons me fassent mal. Mais le sommeil avait été insaisissable. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais ces photos Instagram. Le sourire sincère d'Antoine à la fête de son frère. La famille rassemblée en fête, l'espace vide où j'aurais dû être. Sophie a frappé à ma porte à 7h30 avec du café et de la détermination. Allez, rayon de soleil. Poudreuse fraîche et ciel dégagé. La montagne appelle. J'ai enfilé ma veste de ski, reconnaissante d'avoir des amis qui savaient quand pousser et quand laisser les choses être. L'air du matin était vif et pur, dissipant le brouillard dans ma tête. Nous avons pris le télésiège jusqu'au grand sommet, et pour la première fois depuis l'ouverture de cette publication Instagram, j'ai ressenti quelque chose d'approchant la paix. Au grand sommet, le monde s'étendait en contrebas dans un blanc infini. Le soleil était éclatant sur la neige, faisant tout scintiller comme des diamants épars. D'autres skieurs parsemaient les pistes comme des taches colorées, mais pire, on avait l'impression d'avoir la montagne pour nous seuls. C'est incroyable, a dit Sophie, sortant son téléphone.
La lumière est parfaite. Laisse-moi te prendre en photo. J'ai failli dire non. La dernière chose que je voulais était de poser pour des photos alors que mon mariage était en train d'imploser à 3 heures de là. Mais quelque chose dans l'immensité des montagnes, la façon dont la lumière du soleil me chauffait le visage malgré l'air froid, m'a fait hocher la tête. D'accord, mais fais vite. Je veux descendre avant l'arrivée de la foule. Sophie m'a positionné dos à la vallée, les sommets infinis s'étendant derrière moi. Regarde-moi, a-t-elle dit. Maintenant, tourne ton visage vers le soleil. Parfait. J'ai fermé les yeux un instant, laissant la chaleur envahir mes paupières. Le monde semblait suspendu ici, silencieux, à l'exception du bruit lointain du vent à travers les arbres en contrebas. Quand j'ai ouvert les yeux, Sophie me montrait déjà le résultat. La photo était belle d'une manière qui m'a surprise. Mes joues étaient rouges par le froid. Mes cheveux attrapant la lumière là où ils s'échappaient de mon bonnet. Mais c'est mon expression qui m'a prise au dépourvu. J'avais l'air paisible, sincèrement contente. Les rides d'inquiétude qui étaient gravées autour de mes yeux depuis des mois étaient lissées par l'air de la montagne et le soleil. En voilà moi, ai-je dit. Je veux la poster. De retour au chalet 1 heure plus tard, je me suis assise avec mon téléphone sur cette photo, essayant de trouver des mots qui correspondaient à ce que je ressentais. La trahison était toujours là, toujours vive, mais elle était mélangée à autre chose maintenant. Une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. J'ai tapé et supprimé une demi-douzaine de légendes. Thérapie de montagne. Trop générique. Trouver la paix en altitude. Trop vague. Parfois, il faut grimper haut pour voir clairement. Trop philosophique. Puis j'ai regardé la photo à nouveau. Mon visage tourné vers le soleil, complètement présent à cet instant, et les mots sont venus sans effort. Il s'avère que les montagnes étaient plus accueillantes que certaines familles. J'ai appuyé sur « Publier » avant de pouvoir douter. La réponse a été immédiate. Sophie, qui était assise en face de moi, a levé les yeux de son propre téléphone avec les sourcils levés. « Ok, c'est audacieux », a-t-elle dit. « Je respecte ça. » Julie s'est penchée pour lire la légende et a sifflé. « Ma fille, tu viens de déclarer la guerre, mais ça ne ressemblait pas à une guerre. Ressemblait à la vérité. Une vérité simple et claire. » Après des mois à faire semblant que tout allait bien, mon téléphone a commencé à vibrer en quelques minutes. D'abord sont venus les « j'aime ». Des amis du travail, des copains d'université, des voisins qui me connaissaient assez bien pour lire entre les lignes. Puis sont venus les commentaires. Ma collègue Amélie, tu vas bien, Anne? Ma voisine Madame Moreau, les montagnes ne jugent jamais. Envoie de l'amour. Ma colocataire d'université, raconte tout quand tu seras prête. Mais ensuite, les notifications ont changé. Un message direct de Charlotte, la sœur d'Antoine, est apparu en haut de mon écran. Je l'ai ouvert sans réfléchir. C'est quoi ton putain de problème? J'ai fixé ces mots pendant un long moment. Quel était mon problème? Laissez-moi compter les façons. Avant que je puisse répondre, mon téléphone a sonné. L'identification de l'appelant montrait la photo de contact de la mère d'Antoine, une photo de profil formel de ses cartes de visite d'agent immobilier. J'ai regardé sonner, mon pouce planant au-dessus du bouton de réponse. À la 4e sonnerie, je l'ai envoyé vers la messagerie vocale. 30 secondes plus tard, elle a rappelé. Cette fois, j'ai retourné le téléphone face cachée et l'ai laissé vibrer contre la table en bois. Tu n'es pas obligé de répondre, a dit Sophie doucement. Quoi qu'il se passe, c'est toi qui choisis comment gérer ça. Mon téléphone a vibré avec un message d'Antoine. Il fallait juste que tu fasses une scène. Je l'ai lu 3 fois avant que l'absurdité ne me frappe. J'ai éclaté de rire. Pas le rire doux de quelqu'un qui trouve quelque chose d'amusant, mais le rire aigu et amer de quelqu'un qui a enfin vu toute l'image. Une scène, ai-je dit à voix haute, montrant le message à Sophie. Un selfie est une scène. De quoi il parle, a demandé Sophie. J'ai réalisé que je ne leur avais pas tout raconté. Antoine m'a menti à propos de ce week-end. Il a dit que c'était une simple réunion de famille. Il s'avère que c'était la fête de fiançailles de son frère. Une fête de fiançailles formelle à laquelle je n'étais pas invité. La bouche de Julie s'est ouverte. Tu es sérieuse? Absolument sérieuse. J'ai découvert ça hier soir sur Instagram pendant que je suis ici, gelant sur place, pensant qu'il joue au golf avec son père.
Il est en smoking à faire des discours aux fiançailles de son frère. C'est horrible, a dit Sophie. Pas étonnant que tu aies posté cette légende. Mon téléphone vibrait constamment maintenant. Plus de messages, plus d'appels manqués. J'ai ouvert Instagram pour voir que ma publication avait été partagée par plusieurs personnes, y compris ma cousine Caroline, qui vivait dans la ville natale d'Antoine. Les commentaires se multipliaient. Puis Sophie m'a montré quelque chose qui m'a coupé le souffle. Regarde ça, a-t-elle dit, levant son téléphone. Quelqu'un a posté une vidéo sur leur histoire et t'a tagué. C'était une vidéo tremblante clairement prise à la fête de fiançailles. Je pouvais voir Antoine être mis à part par son père près de ce qui ressemblait à une zone de vestiaire. Son visage était tendu, stressé d'une manière que j'avais rarement vue. En arrière-plan, je pouvais voir Adèle, la nouvelle fiancée, s'essuyant les yeux avec un mouchoir pendant que Thomas lui frottait l'épaule. Monte le volume, ai-je dit. L'audio était étouffé, mais je pouvais distinguer des fragments. Ta femme. Timing inapproprié. Affaire de famille. La vidéo ne durait que 15 secondes, mais elle racontait une histoire complète. Ma simple légende avait d'une manière ou d'une autre atteint la fête, avait perturbé leur soirée parfaite, les avait forcés à reconnaître mon existence même en mon absence. Une autre notification est apparue, cette fois de la tante d'Antoine, Carole, la même femme dont la publication avait révélé le mensonge en premier lieu. Elle avait commenté ma photo. Parfois, les gens montrent leur vraie couleur quand ils pensent que personne ne les regarde. J'ai fait une capture d'écran de ce commentaire avant qu'elle ne puisse le supprimer. Plus de messages arrivaient d'Antoine. C'est embarrassant. Les gens posent des questions. Peux-tu s'il te plaît juste le supprimer? Le supprimer. Comme si supprimer une photo effacerait la vérité de ce qu'il avait fait. Comme si faire semblant que je n'existais pas pour la commodité de sa famille était d'une manière ou d'une autre plus acceptable que de reconnaître que j'existais pour la mienne. Vous savez ce que j'ai dit à Sophie et Julie? Je ne pense pas que je vais le supprimer. En fait, j'ai fait le contraire. J'ai rouvert la photo et ajouté une balise de localisation. Grand sommet, où l'air est pur et la vue est honnête. Mon téléphone a explosé de notifications. Mais pour la première fois depuis la découverte des mensonges d'Antoine, j'ai ressenti autre chose que de la douleur. Je me suis sentie puissante. Je me suis sentie visible. Les montagnes m'avaient accueilli à bras ouverts, avec un soleil éclatant et un air cristallin. La famille de mon mari m'avait accueilli avec des mensonges, de l'exclusion et des exigences de silence. Je savais lequel ressemblait le plus à la maison. Le retour en voiture depuis les montagnes donnait l'impression de descendre d'un autre monde. À chaque kilomètre qui me rapprochait de notre maison, la clarté que j'avais trouvée au grand sommet commençait à se sentir fragile, menacée par le poids de ce qui m'attendait. Sophie et Julie avaient proposé de venir avec moi pour me soutenir face à Antoine, mais c'était quelque chose que je devais faire seul. Je me suis garé dans notre allée à 16h30 dimanche après-midi, 2 heures plus tôt que ce que j'avais initialement prévu. La voiture d'Antoine était déjà là, ce qui m'a surprise. Il avait dit qu'il ne serait pas de retour avant le soir, mais apparemment son week-end en famille s'était terminé brusquement. Je me suis assise dans ma voiture un moment, fixant notre porte d'entrée. La maison avait l'air la même que toujours. Les petites plantes en pot que j'avais arrangées sur les marches du porche. Le paillasson que j'avais acheté le printemps dernier. Les carillons éoliens qui attrapaient la lumière de l'après-midi. Tout exactement comme je l'avais laissé, mais d'une manière ou d'une autre complètement différent maintenant. Mon téléphone a vibré une fois de plus. Un autre message d'Antoine. Il faut parler quand tu rentreras. J'ai coupé le moteur et j'ai saisi mon sac de ski dans le coffre. Le bruit de ma clé dans la serrure m'a semblé étranger, comme si j'entrais dans la maison de quelqu'un d'autre. Antoine se tenait dans la cuisine, et sa vue m'a figé. Il portait toujours un pantalon habillé et une chemise boutonnée, pas les vêtements décontractés qu'il avait prétendu avoir besoin pour le golf et la détente au lac. Ses cheveux étaient toujours coiffés avec le genre de précision qui suggérait une récente visite chez le coiffeur, pas un week-end en famille. Mais c'était sa posture qui racontait la vraie histoire. Bras croisés, épaules rigides, mâchoire serrée de cette manière qui signifiait qu'il avait répété ce qu'il allait dire. Il avait l'air sur la défensive avant même que je n'ai dit un mot. Tu as tout empiré, a-t-il dit avant même que ma valise ne touche le sol. Je suis resté là, ma main toujours sur la poignée de mon sac, et j'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Pas, comment s'est passé ton voyage? Pas,
je suis désolé que tu l'aies appris comme ça. Pas même. Il faut parler de ce qui s'est passé. Juste le blâme. Le blâme immédiat et sans remords. Pire que quoi, ai-je demandé, posant mon sac lentement. Pire que me mentir. Pire que m'exclure des fiançailles de ton frère. Pire que de me laisser découvrir sur Instagram que mon mari vivait une double vie. Il a décroisé les bras et a passé une main dans ses cheveux, gâchant cette coiffure parfaite. Tu ne comprends pas à quel point c'est compliqué. Alors explique-le-moi. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte, soudainement épuisé. Explique-moi pourquoi les fiançailles de ton frère étaient quelque chose que je ne pouvais pas savoir. Explique-moi pourquoi tu devais mentir sur l'endroit où tu allais. Ce n'est pas si simple. Ça me semble plutôt simple. Ta famille célébrait quelque chose d'important et tu as choisi de ne pas m'inclure. Alors, j'ai une question pour toi, Antoine. Je l'ai regardé directement, observant son visage. Pourquoi ne voulais-tu pas que je sois là? Il a tressailli comme si je l'avais frappé. Ses yeux ont fui les miens, se concentrant sur quelque chose par-dessus mon épaule. Le silence s'est étiré entre nous, lourd et éloquent. Maman n'était pas à l'aise avec l'idée, a-t-il finalement dit. Ta mère n'était pas à l'aise avec ma présence à la fête de fiançailles de ton frère. Elle était inquiète que tu ne correspondes pas à l'ambiance qu'il recherchait. Tu sais à quel point ces choses peuvent être formales. Elle était stressée que tout soit parfait. J'ai senti quelque chose se cristalliser en moi, tranchant et coupant. Quelle ambiance était-ce exactement? L'ambiance où ta femme existe. Ce n'est pas juste. Juste? J'ai ri, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Tu veux parler de ce qui est juste? Tu penses que c'était juste de me laisser faire ta valise, de glisser un mot d'amour dans ton sac, alors que tu savais que tu allais à une fête à laquelle je n'étais pas invité? Tu penses que c'était juste de me laisser planifier un week-end loin pour que je ne découvre pas accidentellement ton mensonge? Son visage est devenu pâle. Tu as fouillé dans mes affaires? Je n'ai rien fouillé. J'ai mis une note dans ton sac parce que je pensais que mon mari me manquerait pendant qu'il était absent. Clairement, je me suis trompé à ce sujet. Les épaules d'Antoine se sont légèrement affaissées. Écoute, j'ai trouvé la note. C'était gentil. Mais tu dois comprendre. Non, j'ai interrompu. Je n'ai rien à comprendre, mais je comprends maintenant. Je comprends que ta famille pense que je ne corresponds pas à l'ambiance. Je comprends que ta mère n'est pas à l'aise avec mon existence lors des célébrations familiales. Ce que je veux savoir, c'est ce que tu en penses. Qu'est-ce que tu veux dire? As-tu lutté pour moi, Antoine, quand ta mère a dit qu'elle ne me voulait pas là? Quand ta famille a décidé que je ne valais pas la peine d'être incluse, est-ce que tu m'as défendu? Leur as-tu dit qu'exclure ta femme était inacceptable? Le silence qui a suivi a été la chose la plus forte que j'ai jamais entendue. Il a ouvert la bouche, l'a refermée, puis a baissé les yeux sur ses mains. C'est compliqué. Tu ne sais pas comment ma famille fonctionne. Ils ont leur façon de faire. Et si je force trop, si tu forces trop, qu'est-ce qu'ils feront? Te renieront-ils, cesseront-ils de t'aimer? Ou seraient-ils juste légèrement gênés d'avoir à faire semblant de m'aimer pendant une soirée? Ce n'est pas comme ça. Comment ça se passe alors? Parce que d'où je me tiens, on dirait que tu accordes plus d'importance à leur confort qu'à ma dignité. On dirait que tu préférerais me mentir plutôt que de gérer leur désapprobation. Je suis passé devant lui pour aller vers l'escalier, mes jambes se sentant instables. Tout dans notre maison avait l'air différent maintenant. Les photos de nous sur la cheminée, les tasses à café que nous avions laissées dans l'évier vendredi matin, les coussins que j'avais arrangés sur le canapé. Tout cela ressemblait à des accessoires dans une pièce de théâtre dont je n'avais pas réalisé que j'y jouais. Où vas-tu? M'a appelé Antoine. Pour faire mes valises. Tu n'es pas obligé de faire ça. On peut surmonter ça. J'ai marqué une pause sur la 3e marche, ma main serrant la rampe. Peut-on? Parce qu'on dirait que la seule façon de surmonter ça est si je fais semblant que ce n'est pas arrivé. Si je retourne à accepter que je ne fais pas vraiment partie de ta famille, que je suis juste quelqu'un avec qui tu es marié. Ce n'est pas vrai. Je me suis tourné pour le regarder. N'est-ce pas? Quand as-tu choisi de me faire passer avant eux la dernière fois? Quand as-tu fait passer mes sentiments en premier la dernière fois, quand ils entraient en conflit avec ce que ta famille voulait? Il n'a pas répondu, et je n'ai pas attendu qu'il trouve les mots. Dans notre chambre, j'ai sorti ma vieille valise du placard,
la même avec laquelle j'avais emménagé il y a 5 ans. J'ai fait mes bagages méthodiquement, ne prenant que ce qui était vraiment à moi. Vêtements, livres, les bijoux que ma grand-mère m'avait laissés. J'ai laissé derrière moi tout ce que nous avions acheté ensemble, tout ce qui appartenait au couple que nous avions été. Antoine est apparu dans l'embrasure de la porte, mais n'est pas entré. Il m'a regardé plier mes pulls, rouler mes jeans, ranger mes chaussures dans des compartiments soigneux. La note, a-t-il dit doucement. J'ai levé les yeux. Qu'est-ce qu'il y a? Je l'ai bien vu. Je l'ai gardé avec moi tout le week-end. J'ai trouvé le post-it rose sur sa table de chevet, légèrement froissé maintenant. Le petit cœur que j'avais dessiné avait l'air enfantin, naïf. Les mots, tu me manques déjà, donnaient l'impression d'avoir été écrits par quelqu'un d'autre. Je les ramassai et les lissai, puis je les plaçai soigneusement sur son oreiller. Cette fois, ce n'était pas un gage d'amour. C'était la preuve de qui j'avais été avant d'apprendre la vérité. 20 minutes plus tard, je me tenais près de la porte d'entrée avec ma valise, appelant Julie. J'ai besoin de ce canapé que tu as proposé, ai-je dit quand elle a répondu. Je serai là dans 10 minutes. Antoine s'est assis sur la marche du bas, la tête dans les mains. Je n'ai jamais voulu que ça se passe comme ça. Je sais, ai-je dit, et je le pensais. Mais c'est ça le problème. Tu n'as jamais voulu que je le découvre du tout. Quand les phares de Julie ont balayé notre allée, j'ai pris ma valise et me suis dirigé vers la porte que j'avais franchie en tant qu'épouse d'Antoine pour la dernière fois. Le canapé de Julie était étonnamment confortable pour ce qui est devenu mon sanctuaire temporaire. Son appartement était petit, mais rempli de lumière chaleureuse, de plantes dans chaque coin, et du genre de chaos organisé qui parlait d'une vie pleinement vécue. J'y étais depuis 3 jours quand mon téléphone a vibré avec une notification qui m'a fait me redresser. Ma cousine Caroline avait repartagé ma photo de montagne avec un emoji feu et sa propre légende. Certaines vérités brillent plus fort que les mensonges. Fière de ma fille. Caroline vivait dans la ville natale d'Antoine, fréquentait les mêmes cercles sociaux que sa famille. Son repartage n'était pas juste du soutien. C'était une déclaration publique. En moins d'1 heure, la photo avait été partagée 6 fois de plus. Des gens que je connaissais à peine commentaient, aimaient, ajoutaient leurs propres émojis feu et leurs réactions avec des yeux en forme de cœur. La simple image de moi sur ce sommet de montagne voyageait à travers des réseaux sociaux dont je n'avais même pas réalisé l'existence. C'est là que les choses sont devenues intéressantes. Mardi matin, je faisais du café dans la cuisine de Julie quand mon téléphone a sonné. Le numéro m'était inconnu, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Est-ce bien Léa Lefebvre? La voix était professionnellement prudente. Oui, c'est Léa. Ici Isabelle Dubois de Dubois et Associés. Nous nous occupons du marketing pour plusieurs entreprises locales. J'appelle parce que, eh bien, c'est un peu inhabituel, mais un de nos clients a mentionné une activité sur les réseaux sociaux qui affecte leurs relations commerciales. J'ai posé ma tasse de café. Je suis désolé, je ne comprends pas, votre mari, Antoine Lefebvre, travaille en sous-traitance pour plusieurs de nos clients. L'un d'eux, Capital Éclat, a mentionné qu'il y a eu une attention négative autour de problèmes domestiques qui les rend mal à l'aise de poursuivre la relation. Mon estomac s'est retourné. Vous m'appelez pour me demander de retirer mes publications sur les réseaux sociaux. Non, en fait, j'appelle parce que 3 autres entreprises nous ont contactés demandant qui vous êtes. Apparemment, votre histoire résonne auprès des gens et ils veulent savoir si vous êtes disponible pour des consultations en marketing. L'authenticité se vend et vous avez quelque chose que beaucoup de marques recherchent. J'ai raccroché en me sentant étourdi. Ma publication Instagram affectait les affaires d'Antoine et créait d'une manière ou d'une autre des opportunités pour moi. Dès jeudi, le tableau est devenu plus clair. Antoine m'a envoyé un message texte plus long que n'importe quel message qu'il m'avait envoyé depuis mon départ. Grâce à ton petit coup d'éclat, j'ai perdu le compte Capital Éclat. Laurent Martin a dit que sa femme avait vu ta publication et que cela soulevait des questions sur mon caractère et mon jugement. Cela affecte mes moyens de subsistance. J'espère que tu es heureuse. J'ai fixé ce message pendant longtemps. Puis j'ai répondu en tapant, tes choix, pas les miens. C'était vrai. Je ne lui avais pas demandé de mentir. Je ne l'avais pas forcé à m'exclure. Je ne l'avais pas fait choisir le confort de sa famille au détriment de la dignité de sa femme. J'avais simplement dit la vérité sur le fait que les montagnes étaient plus accueillantes que certaines familles. Si cette vérité était gênante pour lui, peut-être aurait-il dû y penser avant de créer la situation.
Les retombées ont continué de manière que je n'avais pas anticipée. Charlotte s'est désabonnée de moi sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Sa mère m'a bloqué entièrement, mais pour chaque membre de la famille Lefebvre qui m'a coupé les ponts. 2 nouvelles personnes m'ont contacté. Les messages ont commencé à arriver au compte-gouttes mercredi et sont devenus un flot d'ici le week-end. Des femmes que je n'avais jamais rencontrées m'envoyaient des messages privés avec leurs propres histoires. Sarah du Rhône-Alpes, j'ai été exclue des événements familiaux de mon mari pendant 8 ans. Voir ta publication m'a fait réaliser que je ne suis pas folle. Jennifer de l'Auvergne, merci d'avoir parlé. Je pensais être la seule à vivre ce cauchemar. Lisa d'ici, de la ville, ma fille, je sais exactement de quelle famille tu parles. Tu es mieux sans eux. Ce dernier message m'a fait rire à voix haute. Les petites villes ne gardaient vraiment aucun secret. Mais le message qui m'a brisé le cœur est venu de quelqu'un d'inattendu. Émilie, la cousine d'Antoine, celle qui avait toujours été gentille avec moi lors des réunions de famille. Je suis tellement désolé que cela te soit arrivé. Nous n'avions pas été informés de la fête de fiançailles non plus, jusqu'à la dernière minute. Et quand j'ai demandé de tes nouvelles, tante Patricia a dit, juste la famille. J'aurais dû dire quelque chose. J'aurais dû te défendre. J'ai honte de ne pas l'avoir fait. J'ai appelé Émilie ce soir-là. Nous avons parlé pendant 2 heures. Elle m'a dit des choses que je soupçonnais mais que je n'avais jamais eu confirmées. Comment sa mère orchestrait les événements familiaux spécifiquement pour m'exclure. Comment elle avait empoisonné les conversations à mon sujet pendant des années. Comment Antoine était devenu de plus en plus passif pour me défendre. Le pire, a dit Émilie, c'est qu'il a laissé faire. Thomas m'a dit qu'Antoine n'avait même pas discuté quand maman a dit qu'elle ne te voulait pas là. Il a juste hoché la tête et a dit que ce serait plus facile comme ça. Plus facile. Mon mariage avait été réduit à ce qui était plus facile pour tout le monde. Mais tandis que le monde d'Antoine devenait plus petit et plus compliqué, le mien s'élargissait de manière inattendue. J'ai commencé à aller à des cours de yoga avec Julie. L'instructrice, une femme d'une 60aine d'années nommée Hélène, avait le genre de sagesse qui vient du fait de survivre à ses propres tempêtes. Un jour après la classe, elle m'a prise à part. Je ne connais pas ton histoire, a-t-elle dit. Mais je vois que tu reconstruis quelque chose. Cela demande du courage. J'ai rejoint Julie et ses amis pour dîner 2 fois cette semaine-là. De vrais dîners avec conversation et rire, pas les repas silencieux et prudents que Antoine et moi avions partagés pendant des mois. J'ai emmené ma nièce Emma de 8 ans au cinéma samedi. Et quand elle a demandé pourquoi oncle Antoine n'était pas avec nous, je lui ai dit, parfois, les grandes personnes ont besoin d'espace pour arranger les choses. Elle a accepté cela avec la sagesse facile des enfants et a ensuite réussi à me faire rire si fort pendant le film que j'ai reniflé du diète coq par le nez. Emma a pensé que c'était la chose la plus drôle qui soit jamais arrivée. Nous nous sommes toutes les deux effondrées dans ce genre de rire qui ont fait que d'autres spectateurs nous ont dit de nous taire, ce qui n'a fait que nous faire rire encore plus fort. La vie sans Antoine n'était pas solitaire. C'était silencieux, oui, mais c'était le genre de silence qui vient du fait de ne pas surveiller constamment ses paroles, de ne pas marcher sur des œufs, de ne pas se demander si sa présence était bienvenue dans son propre mariage. À travers tout cela, cette photo est restée sur mon Instagram. J'aurais pu la supprimer. Une partie de moi le voulait, surtout quand j'ai appris pour les affaires perdues d'Antoine. Mais chaque fois que j'y pensais, je me souvenais de ce moment sur la montagne. La lumière du soleil sur mon visage, la paix dans mon expression, la vérité dans mes mots. La photo était devenue quelque chose de plus grand que ce que j'avais prévu. Ce n'était pas une vengeance, même si je comprenais pourquoi certaines personnes le voyaient ainsi. Ce n'était pas une déclaration de guerre, même si la famille Lefebvre se sentait clairement attaquée par cela. C'était simplement une preuve. La preuve que lorsque les gens essaient de vous effacer, vous n'êtes pas obligé de coopérer à votre propre disparition. Dimanche soir, exactement une semaine après que les mensonges d'Antoine ont explosé dans notre cuisine, je me suis assise sur le balcon de Julie avec une tasse de thé et j'ai fait défiler les commentaires de ma publication une fois de plus. Des centaines d'entre eux maintenant, de femmes partageant leurs propres histoires, offrant leur soutien, me remerciant d'avoir exprimé une vérité qu'elles avaient eu peur de dire. Je n'avais rien planifié de tout cela. J'avais juste pris une photo et dit la vérité sur le fait de me sentir plus bienvenue sur une montagne que dans mon propre mariage. Mais parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est simplement de refuser de prétendre que les choses fausses sont justes. Cette photo était toujours là, non éditée et sans excuse.
Non pas parce que je voulais blesser qui que ce soit, mais parce que certaines vérités méritent de rester visibles. Certaines histoires doivent être racontées. Et parfois, les personnes qui exigent votre silence sont celles qui ont le plus besoin d'entendre votre voix. On a frappé un mardi soir, exactement un mois après que j'ai quitté notre maison. J'étais assise à la table de cuisine de Julie, travaillant sur une proposition de marketing en freelance, l'une des 3 qui m'était parvenue depuis cet appel d'Isabelle Dubois. Mon ordinateur portable était ouvert, de la vapeur s'élevait de monter, et je sentais enfin que je pouvais voir un chemin à suivre. Puis j'ai entendu sa voix dans le couloir à l'extérieur de l'appartement. « Julie, Léa est là. Je sais qu'elle reste chez toi. » J'ai figé, mes doigts planant au-dessus du clavier. À travers la porte mince, je pouvais entendre la réponse de Julie, ferme mais pas méchante. « Antoine, tu ne peux pas juste débarquer ici. Je dois lui parler. S'il te plaît, juste 5 minutes. » J'ai fermé mon ordinateur portable et me suis dirigé vers la porte, pressant mon oreille contre elle. Sa voix semblait différente, plus rauque, comme s'il n'avait pas bien dormi. Une partie de moi voulait le plaindre. Une plus grande partie de moi se souvenait d'être assise dans cette cuisine pendant qu'il me blâmait d'avoir dit la vérité sur ma propre exclusion. « Léa » a-t-il appelé, sachant apparemment que j'écoutais. « S'il te plaît, je sais que tu es en colère, mais on peut surmonter ça. On peut arranger les choses. » J'ai ouvert la porte juste assez pour le voir. Il se tenait dans le couloir, et sa vue était à la fois familière et étrangère. Mêmes cheveux sombres, mêmes yeux bruns, mais il avait l'air plus petit, d'une manière ou d'une autre, vaincu. Ses bras étaient croisés dans cette posture défensive que j'avais si bien appris à connaître. Et son visage portait une expression que je reconnaissais. La même tristesse de façade qu'il avait montrée à la mort de son grand-père, quand son patron avait critiqué son travail, quand la vie n'allait pas selon son plan. « Peut-on parler ?» a-t-il demandé, sa voix plus douce maintenant qu'il pouvait me voir. Je l'ai regardé pendant un long moment. Cet homme avec qui j'avais partagé un lit pendant 5 ans, dont je connaissais par cœur les préférences en café, qui me faisait rire jusqu'à avoir mal aux côtes. Mais cette personne me semblait étrangère maintenant, quelqu'un que j'avais créé dans mon imagination pour remplir l'espace où un vrai partenaire aurait dû être. « Non », ai-je dit simplement. Son visage s'est légèrement froissé. « Léa, s'il te plaît. Je sais que j'ai fait une erreur. Je sais que j'ai mal géré les choses, mais ça ne doit pas être la fin de tout. C'est déjà la fin de tout. » J'ai gardé ma voix ferme, surprise par mon calme. « Tu as pris cette décision quand tu as choisi de me mentir. Quand tu les as choisis eux plutôt que moi. Quand tu m'as laissé faire ta valise avec des mots d'amour pendant que tu prévoyais d'assister à une fête à laquelle je n'étais pas invité. Je peux changer. On peut aller en thérapie de couple. Je parlerai à ma famille. » Antoine, j'ai interrompu doucement. Tu as eu 5 ans pour parler à ta famille. Tu as eu 5 ans pour me choisir. Tu ne l'as pas fait. Et maintenant tu veux arranger ça parce qu'il y a des conséquences qui ne te plaisent pas, il a commencé à dire autre chose, mais j'ai reculé et j'ai fermé la porte. Pas avec colère, pas avec un coup de théâtre, juste fermé comme on ferme un livre quand on est arrivé à la fin de l'histoire. Je l'ai entendu rester là 1 minute de plus avant que ses pas ne s'éloignent dans le couloir. Julie est apparue à côté de moi, son expression inquiète. « Ça va ? » ?»« Oui, » ai-je dit, et je le pensais. Vraiment. 3 jours plus tard, un courriel est apparu dans ma boîte de réception de Patricia Lefebvre, la mère d'Antoine. L'objet disait « Excuse ». Et pendant un instant, mon cœur a fait quelque chose de compliqué. Peut-être avait-elle réalisé à quel point elle m'avait profondément blessé. Peut-être voulait-elle arranger les choses. Je l'ai ouvert. « Chère Léa, nous ne voulions pas te blesser. Nous ne pensions juste pas que cela aurait de l'importance puisque tu ne semblais jamais très intéressé par les événements familiaux de toute façon. J'espère que tu peux comprendre que planifier ces choses est stressant, et nous voulions que la soirée de Thomas soit parfaite. J'espère que tu vas bien. Sincèrement, Patricia Lefebvre. » Je l'ai lu 3 fois, ressentant à chaque fois quelque chose de différent. D'abord la blessure, puis la colère, puis quelque chose approchant l'amusement. 27 mots qui ont réussi à présenter des excuses tout en me blâmant simultanément pour ma propre exclusion. Je n'ai jamais semblé intéressé par les événements familiaux. J'avais assisté à chaque anniversaire, fête, et célébration à laquelle j'avais été invité pendant 5 ans. J'avais apporté des cadeaux, contribué aux repas partagés,
souris à travers des conversations qui me faisaient me sentir invisible. Mais la phrase qui m'est restée était la plus révélatrice. Nous ne pensions juste pas que cela aurait de l'importance. Il ne pensait pas que cela aurait de l'importance que je découvre que mon beau-frère était fiancé. Il ne pensait pas que cela aurait de l'importance que mon mari me mente. Il ne pensait pas que cela aurait de l'importance qu'il m'ait délibérément exclu d'une célébration familiale. Il ne pensait pas que j'aurais de l'importance. Je n'ai pas répondu au courriel. Non pas parce que j'étais en colère, mais parce que j'ai enfin compris que cela n'avait vraiment plus d'importance. Leur opinion de moi, leur approbation ou désapprobation, leur confort ou inconfort, rien de tout cela n'avait de pouvoir sur ma vie à moins que je ne lui donne ce pouvoir. Au lieu de cela, j'ai fait quelque chose que j'avais commencé à faire chaque soir depuis que j'avais quitté Antoine. J'ai ouvert mon journal et j'ai écrit les signes que j'avais ignorés, les drapeaux rouges que j'avais expliqués, les moments où j'avais choisi de croire ses paroles au lieu de faire confiance à mes instincts, la façon dont il attrapait son téléphone quand il vibrait, comme s'il avait peur de ce que je pourrais voir. Les photos de famille postées sur les réseaux sociaux qui ne m'incluaient jamais d'une manière ou d'une autre, même quand j'avais été au même événement. Les conversations qui s'arrêtaient quand j'entrais dans les pièces. La façon dont il disait « ma famille pense », comme si ses pensées et les leurs étaient interchangeables. L'érosion progressive de ma confiance, si subtile, que je ne l'avais pas remarqué jusqu'à ce que je me tienne sur une montagne, me rappelant ce que c'était de respirer librement. Écrire cela le rendait réel, le rendait indéniable. Ce n'était pas un mariage qui avait soudainement mal tourné. C'était une relation qui m'empoisonnait lentement depuis des années, si progressivement que je m'étais adapté à la toxicité sans réaliser que cela me tuait. 2 semaines plus tard, j'ai pris une décision qui m'a même surprise. J'ai réservé un week-end pour retourner à la montagne. La même station, les mêmes pistes, le même sommet où tout était devenu clair. Cette fois, j'y suis allé seul. Le trajet en voiture était différent sans le bavardage de Sophie et Julie remplissant la voiture, plus silencieux, plus contemplatif. Je me suis enregistré dans le même chalet, suis passé devant la même cheminée où j'avais découvert les mensonges d'Antoine, et n'ai ressenti rien d'autre que de la gratitude pour ce moment de clarté douloureuse. Samedi matin, j'ai pris le télésiège jusqu'au grand sommet seul. La montagne était bondée de skieurs du week-end, de familles et de couples profitant de la neige fraîche tombée pendant la semaine. Mais quand j'ai atteint le sommet, j'ai trouvé un endroit tranquille à l'écart des pistes principales, et je suis juste resté là. La vue était exactement la même. Des sommets infinis s'étendant jusqu'à l'horizon, des vallées remplies d'arbres enneigés, un ciel si bleu qu'il paraissait artificiel. Mais j'étais complètement différente. La femme qui s'était tenue ici il y a un mois avait été blessée, en colère, choquée par la trahison. La femme debout ici maintenant était tout autre chose. J'ai ouvert les bras vers le ciel et j'ai senti le soleil sur mon visage, l'air froid dans mes poumons, le sol solide sous mes pieds. Je te pardonne, ai-je murmuré, et je le pensais. Non pas parce que Antoine méritait le pardon, mais parce que porter la colère était comme porter des pierres dans mon sac à dos. Cela ne faisait que me ralentir. Mais je te libère, ai-je ajouté. Et ces mots ressemblaient à des ailes qui se déployaient. Je n'ai pas pris de photos cette fois. Je n'avais pas besoin de documenter ce moment ou de le partager avec qui que ce soit. C'était juste pour moi, la femme qui s'était éloignée d'Antoine et s'était retrouvée sur un sommet de montagne, les bras ouverts vers un avenir qui lui appartenait entièrement. Mon histoire ne s'est pas terminée par un chagrin d'amour, bien qu'elle soit certainement passée par ce territoire. Elle s'est terminée par quelque chose de mieux. Force, clarté, et la connaissance profonde que je n'étais plus l'étrangère regardant de l'extérieur. J'étais la femme qui était entrée dans sa propre lumière et l'avait trouvée assez chaude pour y vivre pour toujours. Si cette histoire de conséquences inattendues vous a fait ressentir toutes les émotions, appuyez sur ce bouton j'aime tout de suite. Ma partie préférée a été quand elle a posté ce simple selfie de montagne avec une phrase honnête et a vu comment il a ébranlé leur soirée parfaite à des kilomètres de distance. Quel a été votre moment préféré? Laissez-le dans les commentaires ci-dessous. Ne manquez pas d'autres histoires puissantes de femmes qui trouvent leur force.